absolument que vous preniez votre place pour découvrir la suite des intervenants. Et on a tout de suite, je pense, Maître Maud Marian. Parce qu'on on va rappeler ce qui s'est passé hier. Bonjour Maud. Bonjour. Hier, la relaxe des deux personnes, donc Amandine Roy et Natacha Ray, qui avaient été accusées de diffamation pour des sujets qu'elles avaient partagés, entre autres en vidéo. Bon, tu nous diras un peu plus, Maud, et qui ont fait appel de cette décision et qui ont été relaxés des 18 propos diffamatoires hier. Voilà, donc qui ne tenait pas sur le fond de est-ce que Brigitte Macron était en fait son frère Jean-Michel. Elles étaient attaquées sur des éléments qui arrivaient tard dans les vidéos et qui étaient sur l'aspect spéculatif. C'est ça. Alors du coup, Maud va nous dire tout en détail. Bonjour Maud, merci d'être parmi nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Merci de l'invitation. Donne-nous maximum de détails. Ouais, je vais essayer de pas être détaillée sans être lourde, parce que c'est assez compliqué. Mais bon, en gros, en décembre 2021, un certain nombre d'entre nous a pu voir cette fameuse vidéo d'interview de Natacha Ray par Amandine Roy sur sa chaîne YouTube, qui dure 4h30, dans laquelle Natacha a développé la thèse qu'elle a, disons, créée ou qu'elle a tirée d'une enquête qu'elle avait faite pendant plusieurs années sur les éléments biographiques qui avaient été donnés par Brigitte Macron depuis sa médiatisation, on va dire à peu près depuis les années 2012. D'accord. Il y avait eu quelques bouquins qui étaient sortis, beaucoup de unes de Paris Match, etc. Donc, elle avait travaillé là-dessus. Et effectivement, pendant ces 4h30, elle exposait son avis sur le genre de naissance de Mme Macron. Ça, c'était une première chose. D'accord. Et puis, du coup, partant du principe qu'elle avait subi une transition de genre, avait échafaudé un certain nombre d'hypothèses autour de comment elle avait pu obtenir cette identité de Brigitte Macron alors qu'elle serait née homme. Comment elle pourrait, quels seraient les liens qu'elle aurait avec ses enfants, est-ce qu'elle serait leur père et qui serait leur mère, elle avait exposé tout ça assez longuement et de manière assez difficile à suivre d'ailleurs, on va tous en convenir, même si fondamentalement le cœur du sujet on l'a bien compris. Et en janvier 2022, en fait, Madame Macron a décidé de faire 3 procédures contre Natacha et Amandine. Je le précise parce que bon, c'est quand même important, elles ont vraiment subi. Donc, il y a eu une procédure civile qui est tombée dans l'eau puisqu'on leur reprochait des atteintes à la vie privée de Mme Macron et de ses enfants et de son frère. Ça, c'est une procédure qui a été annulée assez vite. Il y avait une procédure en diffamation qui est passée par un juge d'instruction. Donc, c'est celle qui a donné lieu à la décision d'hier, où on leur reprochait... Alors, évidemment, sur 4h30, il a fallu à l'avocat de Mme Macron de tirer des morceaux. On peut pas accuser quelqu'un de diffamation sur une interview de 4h30. Donc, il avait tiré ça et un peu moins pour Amandine. Normalement, elle aurait pu être poursuivie pour l'ensemble. Mais en fait, c'est une chose qui a été oubliée par la justice. Donc, dès le départ, en fait, elle n'a pas été mise en cause en tant que directeur de la publication, mais uniquement sur ses propres propos. Il y avait 18 propos tenus par Natacha et une petite dizaine tenus par Amandine qui leur étaient reprochés. D'accord. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le redit parce que c'est vraiment important, à aucun moment, le propos central qui était effectivement cette transition de genre, à aucun moment, ce propos central n'a été attaqué de front. Jamais. On les a attaqués sur des propos périphériques qui, au fond, découlaient simplement de ce postulat, puisque à partir du moment où on estimait qu'elle avait pu transitionner, il fallait se poser la question de comment elle avait changé son état civil, quel était son état civil de naissance, etc. Il faut savoir qu'exactement à ce moment-là, Natacha avait eu les plus grandes difficultés à obtenir l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux, qui est donc le frère de Brigitte Macron. Et par 2 fois, la mairie d'Amiens lui avait dit ce monsieur n'est pas né là, donc adressez-vous ailleurs. Ce qui lui a fait penser immédiatement qu'en fait, l'identité de Jean-Michel Trogneux avait été transformée en Brigitte Macron de manière tout à fait officielle et légale après la transition.
Et on était vraiment là on était là dans son enquête. Donc, c'est vrai que ce propos a vraiment pris une grande place. Mais là aussi, c'est pas le sujet sur lequel on les a attaqués. Donc, en fait, on les a attaqués sur voilà, tous les propos consécutifs à ce postulat de départ. Donc, Mme Macron avait transitionné et elle serait née Jean-Michel Trogneux. Et puis, nous, on l'a plaidé en première instance. Il n'y avait pas de cohérence dans la poursuite. Et surtout, ce qui est un petit peu habituel dans les dossiers de Brigitte Macron ou les dossiers périphériques à cette affaire, c'est qu'en fait, les avocats prennent un propos et puis l'interprètent et tirent une interprétation, mais vraiment, j'allais dire tirée par les cheveux, c'est vraiment le mot, pour pouvoir trouver quelque chose de diffamatoire. Et c'est ce qui s'est passé. La plainte a circulé sur les réseaux, donc les gens qui veulent vraiment la lire, ça vaut la peine de la lire, parce que ça vous donne une idée de la manière dont la poursuite a été construite. Et nous, depuis le départ, on dit que cette poursuite ne tient pas, parce que elle est mal faite, elle est mal construite, et puis à partir du moment où vous ne voulez pas aborder le sujet central, vous ne nous mettez pas en situation de se défendre, en fait. Parce que si on avait dû faire l'offre de la vérité, ce qui est le mécanisme classique de la diffamation, en fait, quand vous êtes cité en diffamation, vous avez 10 jours pour faire une offre de la vérité, c'est-à-dire prouver que ce que vous dites est vrai. Et comment on peut faire ça ? Ben oui, comment faire ça sur des questions périphériques ? Je vous donne un exemple tout bête parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, mais par exemple, on reprochait à Amandine d'avoir dit « c'est un mensonge ». Ouais. Mais sans l'avant et sans l'après, ok, donc on ne sait pas bien de quoi on parle. Alors, c'est un mensonge. Qui a menti ? C'est pas contenu dans la phrase. Sur quoi porte le mensonge ? Donc, du coup, comment prouver qu'effectivement, il y a ou pas mensonge si on ne sait pas de quoi on parle ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est des technicalités, blablabla, mais enfin, bon, soyons très là-dessus rigoureux. La loi de 1881 sur la presse, c'est une loi, et mon confrère d'Angléan a refait un cours d'histoire du droit à la Cour, justement parce que c'est important de bien se rappeler pourquoi on a créé cette loi. La liberté d'expression en France, c'est un principe. D'accord ? C'est-à-dire que normalement, c'est absolu ou peu ou prou absolu. Les seuls moments où on va venir renier cette liberté d'expression, il faut que ce soit vraiment ponctuel, il faut que ce soit très précis, il faut qu'il y ait un motif profond. Et donc, on a inventé ou créé cette loi en 1881 pour dire, écoutez, si vous voulez limiter la liberté d'expression en évitant justement, notamment les propos injurieux ou les propos qui portent atteinte à l'honneur, à la considération des gens, c'est ça la diffamation, c'est un propos qui porte atteinte à l'honneur, à la considération des gens et qui est faux. Attention, puisque en fait l'injure, c'est un propos qui porte atteinte à la considération et à l'honneur, intrinsèquement. Et puis, la diffamation, on ajoute un propos inexact, que vous savez inexact, et qui porte si vous limitez la liberté d'expression, 3 mois de prescription, extrêmement rigoureuse sur la forme. Ça coupe un petit peu, désolé, sur ton propos. Ça saccade un peu sur ta connexion, j'ai l'impression. Ah, mince. Ça, c'est pas bien. Alors, attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a des moments, ça passe, ça a l'air mieux, et bon. De temps en temps, ça saccade. Peut-être répéter les 30 dernières secondes. Ouais, alors, je vais faire comme Macron. Je vais dire, j'ai besoin de la Wi-Fi. Ouais. on est attaqué sur la Wi-Fi, là. Ah, là, on est coupé. C'est par les Lubavitch. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a pas de fibre optique là, dans la connexion. Ouais, c'est intéressant en tout cas. J'espère qu'on va la retrouver vite. Me revoilà. Super. Et alors, du coup, j'ai mis la Wi-Fi, mais c'est pire, donc je vais pas la remettre. Donc voilà, donc je reviens sur ça. Donc oui, on a plaidé des technicalités, on va pas se mentir. Mais parce que c'est la règle du jeu. Je veux dire, on va aussi rappeler une chose à tout le monde, c'est qu'on avait en face de nous un des plus gros cabinets en droit de la presse de Paris, qui a évidemment d'importants moyens. C'est un peu quand même le jeu, c'est-à-dire que vous imaginez bien que Mme Macron n'a pas pris le premier Pékin qui passait. C'est quoi le nom du cabinet en question, on peut le dire ? Jean Enoki. Oui, bien sûr. En plus, public. Il est très connu, c'est un avocat de grande dimension, attention. C'est pas, je le dis simplement pour rappeler aussi aux gens que
c'était un procès qui était mené par une personne qui sait ce qu'elle fait. C'est pas, voilà, c'est pas le petit avocat qui tombe de nulle part du ruisseau. C'est un cabinet très sérieux. Donc, ils avaient fait un choix stratégique que je peux comprendre et moi que j'ai toujours compris comme étant notamment lié au fait qu'il y avait une grande promotion de la transition de genre du côté des Macron et que donc il y avait une difficulté à aborder de front le sujet de dire si j'avais transitionné, est-ce que ça porte honneur à ma considération que de le rappeler? Forcément, c'est difficile de plaider ça quand on est dans une période de promotion de la liberté, de cette forme de liberté sexuelle, etc. Moi, c'est mon point de vue. Bon, mais du coup, en première instance, on a eu un débat tout à fait décousu avec des juges qui ont rendu un jugement qui était un très beau roman, qui est très bien écrit, mais qui ne correspondait absolument pas à la poursuite. C'est la raison pour laquelle on a fait appel. Et effectivement, la cour d'appel a été, je dirais, moi, en tout cas, mon ressenti, beaucoup plus rigoureuse. Elle a pris 2 jours pour étudier cette affaire. Elle a été très rigoureuse dans son analyse. Elle a rappelé à plusieurs reprises à Maître Enoki que la transition de genre ne faisait pas partie du procès, donc il fallait cesser de diffuser des informations dans la presse et aussi à l'audience de laisser un peu en suspens cette question qui a choqué beaucoup de gens et qui pouvait choquer de toute façon même les juges, mais de toute façon qui n'était pas dans le débat. Voilà. Vous avez fait le choix de ne pas le mettre dans le débat, maintenant on n'en parle plus. Oui, parce que s'il l'avait mis dans le débat, qu'est-ce que ça aurait changé dans la procédure? Si en fait le fond avait été de savoir si, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme, pour savoir si c'est diffamatoire. Alors, déjà ça aurait changé la manière de se défendre, évidemment. C'est clair que nous, on aurait pu amener, j'allais dire après, même si c'était des preuves indirectes, on aurait pu ramener tout le dossier de faits et documents, le dossier, même le bouquin de Candace Owens et d'autres bouquins. On aurait pu ramener tout ça pour dire, voilà... Voilà, en fait, là, vous auriez pu avancer des anomalies biographiques, des choses comme ça. Exactement. On aurait pu vraiment essayer de parler de tout. Est-ce que vous auriez eu le droit d'exiger je vais loin, un test ADN ou non? Non. Ça a été le grand débat. Moi, je partais même du principe, j'étais même encore pire que ce qu'on peut lire. Moi, je partais même du principe qu'ils n'étaient pas obligés de fournir même les cartes d'identité, si vous voulez. C'est nous qui remettons en question l'identité de genre de Mme Macron. Elle a pas je parle pas de sa communication politique, je parle de droit. Attention. Oui. En communication, je n'aurais pas forcément fait ce qu'elle a fait. Mais en droit, elle avait aucune obligation de prouver quoi que ce soit. D'accord. Elle arrive, elle est victime, entre guillemets, elle se positionne en victime judiciairement d'une allégation qu'elle estime mensongère. Nous, on amène nos éléments de preuve et le tribunal apprécie s'ils sont valables ou pas. D'accord. En gros, c'est ça. Je pense qu'on aurait d'ailleurs plutôt plaidé la bonne foi comme on l'a fait là sur certains points, parce qu'on n'a pas la preuve absolue. Là aussi, il faut être rigoureux en droit. On n'a pas la preuve absolue d'une identité ou d'une autre de la part de Mme Macron. On n'a pas une identité de genre, j'entends. Ouais. Et j'allais même dire d'identité tout court. Bon, après, il faut faire attention parce que effectivement, la personne qui porte le nom de Brigitte... La personne identifiée comme Brigitte Macron a effectivement divorcé, donc elle s'est bien présentée chez un juge. Il y a des choses qui laissent à penser qu'en tout cas, un individu portant le nom de Brigitte Macron a, à un moment donné ou plusieurs fois dans sa vie, eu à justifier de son identité auprès de quelqu'un. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Mais en tout cas, moi, je pense qu'au tribunal, elle n'a rien à prouver du tout, ni elle ni son frère. Éventuellement, on pouvait s'interroger sur l'existence de ce frère, Jean-Michel Treneux, puisqu'on n'avait même pas d'acte de naissance. Bon. Le simple fait que Maître Enoki le représente était un peu insuffisant, donc c'est pour ça qu'il a fourni quand même d'autres éléments aussi pour prouver que cette personne existait. Ok. Voilà, mais donc pour revenir à la cour... Il n'avait pas grand-chose pour ça d'ailleurs. Non. Alors, ça a évolué. Ils ont sorti le papier de, la carte d'électeur. Oui, la carte d'électeur, oui. En première instance, ils se sont contentés d'une carte d'électeur qui, en plus, comporte un tampon qui est inexact. Donc, c'était assez... c'était presque... je sais pas, au bout d'un moment, on se demande si c'est pas fait exprès, mais c'était très maladroit, puisque
le tampon correspondait pas au jour des élections, c'était un peu bizarre. Okay. Bon, t'imagines si nous on essayait de demander une accréditation en tant que journaliste avec une carte d'électeur, là je pense que ça passe pas. Tu m'étonnes. Oui, ils l'ont embêté parce qu'il avait pas sa carte d'identité, on a dû la retrouver direct en ligne. Là-bas ils avaient même pas la carte d'identité de Jean-Michel. Pardon. Ouais, c'est ça. Mais maintenant maintenant c'est presque pire parce qu'en fait en appel on a eu la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux et celle de Brigitte Macron. Mais alors et je vous dis, à un moment, on se posait la question de savoir si c'est pas aussi pour alimenter, j'allais dire, la complosphère, comme ils l'appellent, et puis pouvoir ensuite s'en moquer, parce qu'ils nous ont fourni une carte d'identité de Jean-Michel Trogneux qui expire en avril 2022, et la carte d'identité de Brigitte Macron qui débute en avril 2022, juste après. Oui, on a l'impression que c'est fait exprès. Oui, c'est bizarre. Alors justement, en plus, on n'a pas d'explication rationnelle puisque la question a été posée à Maître Enoki et il a dit moi, je vous ai fourni ce que j'ai eu en janvier 2022. Mais non, par définition, en janvier 2022, il ne pouvait pas avoir la carte d'identité de Brigitte Macron qui date d'avril. Enfin, du coup, on était encore plus perdus. Les copies, en plus, étaient particulièrement lamentables, comme s'il n'y avait pas un iPhone qui traînait à l'Élysée. Donc, c'était vraiment une espèce de photo toute moche de... Voilà, depuis, on a quand même eu d'autres choses. On a eu son permis de conduire, on a eu sa déclaration d'impôt, on a eu son échéancier EDF. Voilà. Mais bon, donc a priori, il y a une personne effectivement portant ce nom qui a des papiers d'identité. Alors peut-être plus de carte d'identité, ça je sais pas. Du coup, je vous dis, c'est... En fait, ça donne l'impression que leur défense est assez faible. Alors... Moi, je pense, mon avis à moi, c'est que moi, je pense que Maître Enoki a été coincé par les exigences très difficiles à défendre pour un avocat de ses clients. C'est-à-dire que je pense que Enoki vaut bien mieux que ce qu'il a fait. Je suis persuadée qu'il a une capacité de vraiment moucher, de très très bien gagner ce dossier, mais je pense qu'il y avait beaucoup de contraintes du côté Macron. Je le vois quand je suis un petit peu, évidemment je suis même de très près ce que dit Candace Owens sur l'affaire, puisqu'elle reçoit elle-même des courriers et on a demandé à plusieurs reprises à Enoki de nous justifier de ce qu'il faisait avec elle. Il veut pas le faire, il veut pas justifier, il veut pas nous parler du tout de la procédure américaine. Mais je vois bien qu'il y a cette espèce de confiance de trop grande confiance en soi qu'on peut trouver dans le couple Macron, qui dit moi je sais comment on fait du droit, donc Maître Enoki, vous faites ce que je vous dis, puis c'est tout. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Mon expérience d'avocat me laisse aussi à penser qu'on des fois on a des clients difficiles. Je ne vois pas comment le président de la République française pourrait pas être un client difficile, vous voyez. Bon. Donc du coup, je pense qu'il les défend aussi bien qu'il peut avec les contraintes qui lui sont imposées. Voilà ce que je pense. Parce qu'un type comme lui qui a une procédure annulée en civil et une relaxe en cour d'appel à Paris alors qu'il a une autoroute pour... en tout cas, la justice est très à l'écoute. Je dirais pas corrompue, je pense qu'il faut être très, très nuancé sur ça. La justice française, elle est très très loin d'être parfaite. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de les corrompre, les juges, pour qu'ils aient une écoute particulière pour le président de la République. Ce n'est pas une question seulement politique, c'est une question de crainte dans l'évolution de carrière. Il n'y a pas besoin d'être menacé, en fait. On peut se sentir menacé sans que personne ne dise rien. Je veux dire, vous parlez-vous dans les médias d'autocensure, etc. Là, c'est pareil. Je veux dire, le juge qui a vraiment... il se dit, mince, je commence ma carrière ou je suis au milieu de ma carrière, j'ai 40 ans, mais qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je juge ce dossier ? Bon. Mais du coup, le jugement d'hier est assez courageux et il va à l'encontre de ce qu'on imaginait. Alors voilà, les juges d'hier, les 3 juges d'hier, ils ont été, je ne dirais pas courageux, je pense qu'ils ont fait du droit. Ils n'ont pas été impressionnés par les personnes en présence, ils sont restés dans leur ligne de conduite, parce que c'est une cour qui est connue pour être rigoureuse. C'est pas juste, si vous suivez un peu les affaires là-bas, c'est assez équilibré. C'est très technique et ils savent appliquer la technique. Ils sont très respectueux, à tort ou à raison, ils n'ont pas le choix de toute façon de ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression.
Donc la Cour européenne des droits de l'homme est un peu plus favorable à la liberté d'expression, par exemple, que la Cour de cassation française. Et de plus en plus, même la Cour de cassation commence à accepter d'avoir une vision plus rigoureuse de la liberté d'expression, c'est-à-dire nous laisser une plus grande liberté d'expression, notamment pour ce qui concerne les personnes très connues. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même manière une personne qui joue des médias et une personne qui se cache. Et on ne va pas traiter de la même manière un journaliste professionnel et un individu qui vient... alors, je ne veux pas manquer de respect à Natacha, mais elle n'est pas considérée comme un journaliste professionnel. Elle a mené une enquête journalistique qui se respecte. C'est pas le problème. Elle se dit autodidacte et journaliste indépendante. Je l'admets, mais elle n'a pas un background de journalisme qui permette de la considérer comme un pro qui a vraiment appris, construit et puis 30 ans d'expérience. D'ailleurs, ils n'ont pas attaqué Xavier Poussard qui avait publié l'enquête dans Faits et Documents. Ouais. Non, ils ont attaqué personne d'autre. C'est pas déconnant ce que vous dites, parce qu'on considère tellement de journalistes comme des journalistes professionnels, alors qu'ils sont capables juste de faire des fake news, donc c'est très intéressant de voir... Pardon, mais... de qui parles-tu ? De tous les journalistes de BFM, TF1, France 2, France 3, M6. Qu'on salue. Même on Justement, peut... nous, on va pas se plaindre on va pas se plaindre si les tribunaux sont plus rigoureux avec eux qu'avec nous. Hein. Oui. On va pas se plaindre, parce que peut-être que ça nous permettra d'avoir accès à une information plus juste. Non, mais justement, voilà, donc, parce que même pour compléter là-dessus, parce que tout à l'heure, c'était intéressant ce que vous disiez sur... je me permets d'intervenir sur ce que vous disiez sur... effectivement, il y a peut-être des pressions sur Maître Enoki. Là, ce qui est intéressant, c'est que derrière, nous, quand on ne juge pas l'affaire, on essaie de regarder en tant que journaliste, on prend du recul sur l'affaire. Et derrière, on avait travaillé même ensemble dans l'ancienne rédaction où j'étais dessus. C'est pourquoi il y a des fois on comprend mieux des affaires dans lesquelles on ne comprend rien parce qu'on n'a pas la science infuse. On comprend qu'il y a un malaise quand tu vois que les gens essaient de défendre un propos en ayant des arguments soit fallacieux, soit complètement biaisés. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Moi, quand je regardais l'affaire, je ne savais pas me positionner moi dessus et je voulais pas qu'on dise de bêtises là-dessus. Mais quand tu vois tous les journalistes de cette chaîne mainstream, presse mainstream, radio mainstream, arriver et puis dire non, les femmes qui ont fait de la diffamation, vous savez même pas de quoi vous parlez. C'est vrai. Vous attaquez ces femmes-là qui sont déjà attaquées par tout là-haut, par le pouvoir français, et vous venez mettre un grain de sable dessus en ayant 3 neurones cumulés à vous tous. Et non, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est embêtant dans la société aujourd'hui. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai trouvé très très triste, parce que bon, évidemment, je regardais même hier et aujourd'hui un peu ce qui se raconte sur les réseaux. Moi, ce que je trouve très triste et très dommage, c'est qu'en fait, il y a très peu de journalistes qui nous ont même demandé les actes. Parce que moi, je vous raconte ma vision. Bon, ok, c'est forcément partial puisque c'est ma cliente que j'ai défendue. Je vais pas. J'ai déjà pris fait et cause pour elle, forcément. Sinon, j'aurais pas plaidé pour elle. Mais du coup, même moi, je pourrais raconter n'importe quoi si je voulais. Bon, bah, j'ai quelques journalistes et heureusement, il y en a quand même parmi vous, évidemment. Mais je veux dire, au-delà de vous, au-delà des Toxins et des François, etc., on n'a pas un seul journaliste mainstream qui nous a demandé les conclusions, la plainte, les jugements. Et en plus, ils n'étaient pas là aux plaidoiries. Donc, on est effectivement dans un pays où, de toute façon, ils ont fait un copier-coller de la dépêche AFP, plus ou moins tous. Enfin, du coup, c'est même pas intéressant. Parce que ça permet juste à certains de dire vous êtes dégueulasse, de dire que Macron est un homme, c'est odieux, etc. Bon, mais en fait, comme c'était pas le sujet, déjà, foutez-nous la paix. Enfin, c'est pas le sujet. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, on me demande souvent, mais qu'est-ce que t'en penses ? D'abord, j'en pense strictement rien. Je m'en fiche, objectivement, je m'en fiche. Ça change rien à la défense que je développe. Et comme c'était pas le sujet central, pourquoi voulez-vous que moi, j'aille me positionner là-dessus ? Si on voulait vraiment en parler à l'audience, il fallait en parler, mais de l'autre côté. Enfin, c'était à eux de le faire, pas à nous. Ouais. Voilà. Et effectivement, le sérieux, pour moi, ça consiste d'abord à se faire communiquer la procédure, à la lire. Bon, elle est super compliquée à lire, on est d'accord et tout, mais enfin, quand même, à être sinon présent aux audiences, au moins vraiment de suivre ça de près, de ne pas juste jeter l'opprobre sur les avocats ou les prévenus ou même la partie civile. Enfin, essayer de faire un rapport un peu juste, quoi. Et puis, c'est compliqué.
Enfin, c'est pas sexy, hein. Je veux dire, l'affaire, elle est sexy. Oui, à chaque fois, elle est sensationnelle, mais par contre, le fond juridique, il est moins sensationnel. Ah ouais, voilà, c'est pas sexy. Ah oui, le droit, c'est un peu plus rédhibitoire, voilà, pour le grand public. C'est pas marrant, c'est pas marrant, mais et ce que je voulais dire, je le dis pour Natacha et pour Amandine et pour tous les autres, c'est que ce qui est terrible dans cette affaire, donc je vous disais qu'elles avaient eu 3 poursuites, elles ont été poursuivies aussi par les Hozières à Lisieux, alors dans des conditions encore beaucoup plus contestables que ce qu'on a eu à Paris, beaucoup plus graves, parce que Monsieur Hozières travaille au tribunal de Lisieux et la Cour de cassation a estimé qu'il y avait pourtant il n'y avait pas de conflit d'intérêts entre lui et les juges qui sont ses amis. Enfin, forcément, hein, je veux dire, c'est pas propre à Lisieux, c'est comme ça, tous les tribunaux, on se connaît tous. Enfin, voilà. Ils n'ont pas voulu délocaliser. Ils nous ont convoqués en 12 parce qu'en fait, ils nous ont fait croire que c'était pas une audience de plaidoirie. Puis à 9h du matin, ils nous annoncent qu'à 13h, on plaide à Lisieux, ce qui n'est pas du tout possible. D'accord. Que des choses comme ça. C'était pas très, très beau. Finalement, elles ont été condamnées sur des propos, d'Angléan le dit fréquemment, qui ont été complètement retravaillés par la partie civile et réécrits. Enfin, c'est très étrange. La Cour de cassation n'a pas voulu examiner leur pourvoi. Et puis, Amandine, elle a quand même été poursuivie aussi à la demande d'Emmanuel Macron pour avoir communiqué sur les réseaux une des images de Monsieur Flory, qui pourtant avait été relaxée pour la même image. Et là, elle a encore 2 audiences correctionnelles pour le cyberharcèlement et puis pour des menaces. Enfin, elle est harcelée par le système. Enfin, elle est... Franchement, oui, d'ailleurs, j'allais te demander comment... parce que donc, toi, tu représentes Amandine Roy. Maître d'Angléan représente Natacha Ray. Comment vont-elles? Parce que Natacha, apparemment, a eu de gros problèmes de santé. Ça a dû affecter énormément leur santé. Est-ce qu'on a des nouvelles de leur santé mentale, physique Alors moi, j'ai pas de nouvelles personnellement de Natacha, mais j'en ai par François d'Angléan. Elle est effectivement épuisée par tout ça. Elle a été Natacha a été profondément meurtrie en fait. Hein. Je dis pas que Amandine l'a pas été, mais Natacha, je pense, a été encore plus meurtrie par vraiment la violence qui s'est déchaînée sur elle, d'autant qu'elle a fait une garde à vue, qu'elle a vraiment été effrayée par le système. Elle a été placée en garde à vue, on lui a pris tout son ordinateur, son téléphone. Oui, c'est violent quand même. Très peu de moyens, enfin, c'est violent. Et puis effectivement, elle a une très grave maladie qui l'use beaucoup et qui lui permet pas, d'ailleurs, qui ne lui a pas permis de venir à l'audience et qui lui a pas permis de faire beaucoup d'apparitions récemment. Ouais. Mais elle est très très bien défendue corps et âme par François d'Angléan, qui est un personnage très très engagé, c'est un vrai rempart pour elle. Après, Amandine, à chaque fois que la Macronie le peut, elle perd un compte en banque, elle perd une chaîne télé. Enfin, elle est sans arrêt en train de reconstruire ses réseaux, son activité professionnelle, puisqu'elle est quand même d'abord médium. Ouais. Et elle a une chaîne qui est assez spéciale, puisque c'est une chaîne d'information avec une recherche personnelle. Hein. Elle travaille beaucoup sur l'actualité dont elle parle, mais elle utilise aussi ses capacités médiumniques pour commenter l'actualité du monde. Donc c'est assez particulier, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait et surtout à chaque fois, on ferme ses chaînes, vous connaissez, on ferme ses chaînes, après on ferme son compte, il faut qu'elle reconstitue son réseau, elle doit recommencer, donc elle est aussi très très fatiguée et très, très déçue, très... Et justement, puis, elles se sentent martyrisées, clairement. Et justement, est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Parce que moi, dans ma propre rédaction, je suis celui qui essaie de dire faut pas qu'on aille trop loin, et du coup, même les lecteurs se moquent. Mais on a l'expert en brigitologie qui arrive. Voilà, du coup, docteur à l'Ouest est arrivé au studio. Et donc, d'un point de vue juridique, pouvez-vous me défendre face à mes collègues maîtres aujourd'hui? Puisque, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, c'est cool qu'on ait la liberté de pouvoir parler, mais à la fois, eux savent nous attendre au tournant dès qu'on dit pas n'importe quoi, pardon. Comment dire? Dès qu'on affirme sans avoir la preuve, c'est sûr qu'il faut rester prudent. Oui, mais c'est même plus complexe que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que Oui, moi, si vous voulez, j'aurais tendance à vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement,
ça peut être astreignant, mais le droit vous demande d'avoir une base factuelle sérieuse. Voilà. Donc, le minimum que vous devriez faire, c'est quand même d'avoir un peu de contenu, d'avoir fait une enquête ou d'avoir interviewé des gens. Voilà. C'est ce qu'on fait, hein, je vous rassure, c'est ce qu'on fait quand même. Non, mais tout à fait, là, je ne parle pas spécifiquement pour vous, hein, je parle en général. Après, je pense qu'il y a une manière d'exprimer, et c'est très important, c'est un des critères de la loi. Si vous n'êtes pas dans une attitude d'irrespect de la personne, c'est-à-dire que vous pouvez exposer des choses très complexes et très lourdes sur quelqu'un, mais si vous le faites sans agressivité personnelle, avec la mesure, et en distinguant bien, enfin même en modérant vos invités. Par exemple, si vous avez un invité qui vient dire des gros mots, des horreurs sur une personne, vous pouvez lui dire que son avis, effectivement, l'engage lui, que vous trouvez que son propos est excessif, ou que si son propos est à ce point, est-ce qu'il a effectivement des éléments, machin. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un débat comme ça, déjà, vous calmez forcément le caractère diffamatoire du propos. Après, la problématique aujourd'hui, c'est que si on devait... Alors, je ne veux pas dire qu'on doit tout dire, mais c'est vrai que là, on commence à avoir des contraintes un peu sur à peu près tout. Et on ne peut plus parler de rien. On est sans preuve, on peut parler de rien. Mais ça devient compliqué parce que là, même avec preuve, Naomi Wolf. Proposition de loi sur les propos anti-républicains, je ne sais pas trop ce qui va nous rester en fait. Hein. Donc bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que d'abord, ils ont tout de même plus de mal à attaquer les médias, qu'ils soient dans la partie résistante ou dans la partie mainstream, peu importe. En fait, dès que vous avez la carte de presse et dès que vous avez un statut de média, il y a quand même globalement moins de poursuites. Là, si vous prenez par exemple le cyberharcèlement qui a été évoqué hier aussi, alors ça, c'est toujours rigolo. Les journalistes qui me disent c'est quand même bizarre que les affaires Macron, elles viennent tout le temps par deux. C'est pas bizarre, hein, ils s'organisent. Voilà. Donc hier, il y avait l'affaire de cyberharcèlement qui concernait aussi Zoé Sagan, dans laquelle se trouve aussi impliquée Amandine Roy comme prévenue, donc décidément de toutes les histoires. Bon, par exemple, là, à part Zoé Sagan, que moi, personnellement, je n'ai pas classé média ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas si Aurélien Poirson voudrait bénéficier du statut de média, mais il ne m'a pas semblé que c'était l'idée derrière le compte. Alors, il s'en expliquera lui, hein, je ne sais pas moi de le juger, mais en tout cas, à part lui, il n'y avait que des individus. Et les médias qui avaient été envisagés dans la poursuite, parce qu'il y a des médias qui ont beaucoup relayé l'affaire Brigitte, donc évidemment, là, je parle surtout des médias alternatifs, hein, parce que les médias de mainstream, ils n'en ont pas parlé du tout. Mais donc, parmi les médias alternatifs qui en parlaient un peu beaucoup et peut-être de manière un peu provocatrice, il n'y en a aucun qui est poursuivi. Et pas parce qu'on ne les a pas regardés, mais parce que je pense... évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'impression que j'ai eue, c'est que, mais là, on s'attaque à un média. Plus compliqué. C'est quand même pas pareil. Voilà. Parce que, oui, par définition, vous êtes censé informer. Donc, la limite entre l'information et puis la diffamation, dire la propagande ou la diffamation ou l'insulte ou le cyberharcèlement, enfin, si vous ne pouvez pas écrire sur le sujet que vous voulez, là, on va avoir un gros problème qui va se déplacer, si vous voulez. C'est vrai. Après, et je pense que vous n'avez pas très envie de faire des histoires avec les médias alternatifs qui, pour certains, ont des audiences fabuleuses. Donc, ça peut quand même, peut quand même refaire un peu une secousse. Après, la carte de presse, ça fait pas tout, parce qu'à François, on était quand même attaqué tous les 6 mois et il y avait la carte de presse. Donc le débat va plus loin, mais c'est quand même intéressant. Notez bien que les attaques, parce que je dis pas que les médias alternatifs sont pas attaqués, mais là, on est dans le cadre du cyberharcèlement. C'est juste pour vous dire qu'on va vous attaquer sur autre chose. Effectivement, on va vous enlever certaines prérogatives, on va peut-être fermer vos chaînes pour des raisons débiles, genre que vous ne correspondez pas aux règles de la communauté de je ne sais quelle plateforme, etc. Oui, vous allez avoir des ennuis. De toute façon, si on veut vous en faire, ils savent toujours trouver. Si ce n'est pas fiscal, ça sera autre chose. Enfin, ils sont insupportables quand ils veulent embêter quelqu'un, ils ont tous les moyens qu'ils veulent. Mais là, je parlais dans vraiment... parce que c'est compliqué quand même la gestion des réseaux aujourd'hui. Vous voyez bien, vous êtes obligé à la fois d'alimenter beaucoup les réseaux pour exister. Vous ne pouvez pas le faire systématiquement avec une information nouvelle ou extraordinairement, je dirais, je sais pas, très intelligente. Des fois, on fait des... Voilà, et le sujet du moment, c'est celui-là, c'est Brigitte. Bon, on en parle.
on communique ceci, on retweet cela, c'est quand même pas... Voilà. Ouais. Ils n'ont pas osé, en tout cas. Ouais. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'a priori, les médias ne sont pas à ce stade embêtés sur le cyberharcèlement. Voilà. Pour plus, mais... Et j'ai l'impression que c'est important. Et quand on a un humoriste qui vient dans l'émission et qui, justement, est en roue libre parfois... Et sous couvert de l'humour, on peut dire ce qu'on veut. Lui, est-ce qu'il peut s'exprimer juridiquement? C'est énorme. On peut le virer. Ah, on peut le virer, il entend là. Écoute, non, mais je sais, c'est pour ça que je le dis. Avec... J'ai pas encore parlé de Brigitte. Salut à tous ceux qui osent et que je remercie pour ça parce qu'ils nous font du bien. Non, je pense. Si vous voulez, je pense que ça c'est différent parce que c'est un peu comme d'ailleurs ça peut être comparé un peu à ce que faisait Floris, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous rentrez dans une logique sarcastique, un petit peu de caricature ou d'humour. Bon, on a quand même une plus grande... je pense qu'on a une plus grande liberté de parole aussi. Et même si c'est pas drôle, je veux dire, même si ça fait pas rire forcément, ça fera peut-être pas rire tout le monde, mais je pense que la liberté est plus grande quand même. Après, le média... salut. Vous voyez bien que on n'a pas entendu parler de grosses poursuites sur des propos pourtant parfois qui ont fait des polémiques incroyables. On n'a jamais embêté le média pour avoir donné la parole à quelqu'un de drôle. J'ai une dernière question, Maud, avant de finir, par rapport du coup à ce jugement d'hier, cette relaxe sur ces 18 propos. Quelle est la suite? Est-ce qu'il va y avoir cassation? Est-ce qu'ils vont se défendre? Ils ont annoncé la cassation, Ils ont annoncé la cassation. Donc, ils ont annoncé la cassation. Ils peuvent pas en rester là. Pour l'instant, on a juste cassé les couilles à Brigitte. Excusez-moi. Vous voyez de quoi je parle? Est-ce qu'on peut être attaqué là? On peut pas être attaqué pour ça, je pense. Non, parce qu'on se désolidarise. Moi, je le dis tout de suite. Je suis pas responsable de mes propos. Je crois que ça peut se tenir ça en défense. On est plusieurs dans ma tête, je suis désolé. Donc, c'est le seul humoriste de France qui n'est pas responsable de ses propos. En dissociation. Attention, tu risques la camisole. Ah, ça par contre, fais gaffe. Oui, on peut rien faire sur décision préfectorale. Franchement, si j'étais toi, je préfère la prison que l'hôpital psychiatrique. Mais non, parce que les gens de Nexus, ils viendraient manifester devant l'hôpital. Évidemment. Donc cassation, donc ça repousse les délais à combien? Quand est-ce que ça va être ça met bien 1 an et demi, 2 ans. Ah, c'est reparti pour un. Le problème, ça va être pour elle de se faire représenter en cour de cassation, parce que nous, les avocats à la cour, on ne peut pas le faire. Et très sincèrement, c'est du 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 euros d'honoraires pour se faire... et je pense qu'il y a aussi... Je pense qu'il peut y avoir aussi ce genre de calcul de l'autre côté, parce que les moyens qu'elles ont ne sont pas limités, du tout les mêmes. Et si on ne peut pas trouver un avocat à la Cour de cassation qui accepte de les défendre pour moins cher, elles risquent de ne pas être... Et si elles ne sont pas représentées, elles se défendent toutes seules? Elles peuvent se défendre toutes seules, mais c'est quasi impossible. À la Cour de cassation, même nous, les avocats à la Cour, on a beaucoup de mal à rédiger les moyens de cassation. C'est très spécial. Puis c'est que sur la forme, donc... Il faut voir aussi que la Cour de cassation ne peut annuler que si il y a un problème de forme. Bon. D'accord, ok. Donc en gros... on va voir, on n'en a pas parlé avec nos 2 clientes pour l'instant de ce qu'on allait faire. Mais ça reste ça va rester compliqué sur le plan des moyens. Donc c'est pas encore fini cette histoire. Non, mais je pense que ça s'arrêtera jamais vraiment parce que de toute façon, vous voyez bien que cette histoire a maintenant envahi le monde et tout le monde en parle et en tout cas peut-être pas jusqu'à la fin des temps, mais en tout cas, ça fait encore des gorges chaudes aujourd'hui. Donc, je pense on va pas être lâché par l'Élysée tant que quelqu'un en parle quelque part, parce qu'on est dans leur esprit à l'origine de tout. Ce qui est évidemment faux, mais bon. Ouais. Intéressant. Ils vont pas s'en prendre à Candace Owens. Elle a beaucoup trop de moyens, elle est trop loin. Bien sûr. S'attaqueront à plus petits. Les mêmes règles. Évidemment. Non. Évidemment. Merci infiniment, Maud, pour tes éclairages. Comme ça, au moins, on a pu comprendre un peu mieux les enjeux et les coulisses de cette affaire. On te retrouvera, en tout cas, je l'espère, pour peut-être un peu décortiquer la suite. Pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment, très bonne soirée.